Une révolution s'est imposée, écrivez-vous dans Sexus Diabolicus, celle des femmes, longtemps dans l'ombre, elles prennent leur revanche, font reculer l'omerta et accusent. Voici venu le temps de Sexcus Diabolicus, dénonciation anonyme, outing forcé, enquête sauvage, les affaires scabreuses explosent. Et dans votre livre, il y a beaucoup de choses évidemment qui sont très intéressantes, mais il y a le profil des nouvelles militantes. Et je voulais commencer par ça, parce qu'effectivement, on les entend, on les écoute. Elles sont jeunes, écrivez-vous, affranchies et décidées à refaire le monde, en marge des partis politiques. Elles tentent d'imposer leur tempo et leur radicalité. Une nébuleuse de collectifs très actifs sur les réseaux sociaux a entrepris de prendre le pouvoir. S'agit-il d'un mouvement à part entière? Que représente-t-il? Principalement issu des Verts et des Insoumis, mais aussi du monde syndical ou tout simplement électrons libres. Ces militantes ne se reconnaissent pas dans les structures traditionnelles. Voilà peut-être quelque chose qui est très intéressant et sur lequel nous pouvons commencer notre dialogue. Oui, c'est vrai. Ce qui était très intéressant dans cette enquête, c'était de rencontrer ces femmes, ces jeunes femmes. Alors, elles sont effectivement en marge de la politique, mais elles y sont venues pour le féminisme et elles sont rentrées, font de l'entrisme dans certains partis, de gauche, LFI, Les Verts, et à la mairie de Paris aussi avec Anne Hidalgo. On les connaît, il y a Alice Coffin, il y a... Alors Sandrine Rousseau, c'est un petit peu autre chose. Oui, parce que c'est une politique. Elle, c'est une politique. Et ces jeunes femmes, elles sont venues pour faire du féminisme. Alors, mais pourquoi sont-elles à gauche? Alors, elles sont à gauche déjà parce qu'on leur a fait des vrais appels du pied. C'est-à-dire, Mélenchon, il a été considéré quand même comme l'homme politique. On lui a décerné des prix d'ailleurs de l'homme politique le plus féministe en 2017 et en 2022. Donc forcément, ces jeunes femmes qui arrivent avec... nous, on l'a appelé le dernier macho parce qu'effectivement, lui, il a tous les codes de l'ancien monde, Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, elles sont... après, c'est la guerre et elles font leurs opérations commando de dénonciation. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces partis ont été pris à leur propre piège, que finalement, le féminisme a été un facteur d'attraction très fort pour cette nouvelle génération de militantes. Il y a une fracture générationnelle, Marie-Christine vient de le dire, elles sont jeunes, elles ont entre 20 et 40 ans, elles ne se reconnaissent pas dans les partis traditionnels, mais sont allées plutôt naturellement vers les partis qui ont mis en avant un féminisme revendiqué, et ce qui a suscité de manière inattendue pour ces partis un flot de dénonciations, de plaintes. Et ça, c'est pas du féminisme. Quand Sandrine Rousseau... n'a pas été pris en compte convenablement, c'est ça qu'on peut relever. Mais c'est pas du féminisme. Quand Sandrine Rousseau vient sur le plateau de C'est à vous pour accuser sans preuve M. Julien Bayou, c'est pas du féminisme. C'est ni plus ni moins de la dénonciation calomnieuse. Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que Sandrine Rousseau arrive sur le plateau de C'est à vous et effectivement balance le nom de Julien Bayou, il y a quand même un certain nombre de ces jeunes femmes qui enquêtent sur le cas Bayou. Parce que Bayou, c'est le secrétaire national des Verts, c'est un homme important dans son parti et il collectionne les aventures dans son parti. Et ça, elle ne lui pardonne pas. Ah oui, ça c'est intéressant ce que vous dites. Elle ne pardonne pas simplement à un homme d'être un homme à femme. Parce qu'elle n'y voit pas que ça, elle y voit surtout un homme qui est en position de domination, qui est en position d'emprise, et c'est le terrain des violences psychologiques, qui est un terrain qu'on connaît mal, qui est totalement vierge, et c'est ça qui est qui reflète. Quand commence l'emprise dans la relation amoureuse? Comment c'est toute la complexité, et c'est toute la complexité de la fabrique du consentement dans le viol et de cette zone grise, bien évidemment. C'est toute la complexité. C'est pour ça que je disais l'autre jour, c'est un boulevard aussi pour les personnes radicales qui sont plus dans le féminisme, mais qui sont dans la vengeance. Mais ces femmes, par exemple, ces aventures de M. Bayou, elles sont à l'intérieur du parti ou elles sont à l'extérieur du parti? Parce que ce n'est pas la même chose. C'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on est dans une zone grise. C'est que le Parti des Verts, traditionnellement, a une tradition libertaire, et qu'après les meetings, après les réunions politiques, on prend un verre, on sympathise un peu plus, etc. Et c'est ce qui s'est souvent passé avec Julien Bayou, mais avec d'autres cadres du parti. On raconte un autre fait, une affaire de viol qui a été exposée pendant un congrès des Verts, dont les Verts n'ont pas su trop quoi faire. Là, en l'occurrence, effectivement, on est dans cette zone où on est entre militantisme et aventure personnelle. Et Julien Bayou faisait partie des Casanova un peu ancienne génération, qui a collectionné moult militantes à l'intérieur du parti. Et c'est la rencontre de cet ancien monde, en quelque sorte, et du nouveau monde militant, intransigeant sur ce terrain-là. Je vous vois... Non, parce que vous oubliez comme une dimension, me semble-t-il. C'est pas seulement intransigeant. Un certain nombre de ces femmes sont dans un combat
où c'est Caroline Dehaze qui a dit un homme sur 3 ou un homme sur 2 est un violeur. C'est-à-dire, voilà, elles ont une théorie qui est que derrière chaque homme se cache quelque part un prédateur. Et il faut aussi le dire, un certain nombre de ces femmes sont des militantes lesbiennes. Il faut Alice Coffin, d'ailleurs, elle ne s'en cache pas. Alice Coffin dit « Je n'écoute plus de la musique quand ça a été composé par un homme, je ne lis plus de livres quand ça a été écrit par un homme. » C'est-à-dire, vous voyez que c'est un combat qui va au-delà. Moi, tout ce qui est le combat contre le machisme, bien évidemment, contre le harcèlement, elles ont totalement raison. C'est quelque chose qu'on a placé sous le tapis pendant longtemps, dont on ne parlait pas. Elles ont raison là-dessus. Mais leur combat va nettement au-delà de ça. Et c'est quoi leur combat selon vous? C'est de prendre la place des hommes? Non, ce sont des activistes en fait. C'est là où vous avez tout à fait raison. Ce sont des activistes. Donc elles sont en guerre, elles le disent. C'est un combat. Guerre contre qui? Contre les hommes ou contre Non, mais contre un système. Comment dire? Ces jeunes femmes, elles ont une foi chevillée au corps, c'est qu'elles vont venger, en tout cas prendre une revanche sur 2000 ans d'histoire. 2000 ans d'histoire dominée par les hommes. Oui. Mais ce qui n'est pas faux, ça. Voilà. C'est vrai que les hommes, on voit l'Assemblée nationale en 1950, il y a que des hommes. Et elles se disent, non mais même pas en 1950, là il faut reprendre vos chiffres. Même, il y a encore, non mais en 2001, vous n'aviez encore que 12%, au moment de la loi sur la parité, vous avez 12% de femmes, et 5 ans avant, vous en avez à peu près 5 ou 6. Donc effectivement, on vient de... Et aujourd'hui, dans le CAC 40, je crois que tu n'as aucune femme qui est PDG. Si, il y en a deux. Je vous assure, je crois qu'il n'y en a plus aujourd'hui. C'est ce que je vous expliquais sur le retour du refoulé. C'est-à-dire qu'il y a eu 2000 ans en fait, de refoulé de cette violence, que là, ça sort, que c'est repris en fait, par des extrémistes qui ne sont pas finalement dans la défense des femmes, mais plutôt dans la destruction et la castration des hommes, et des liens entre les hommes et les femmes. Et que là, on a un gros travail de maturité dans notre société à faire. Pour poser une parole en fait sur la complémentarité. C'est le désir masculin. Et sortir de cette pensée binaire qui consiste à croire que quand on est femme, on est de la Sainte Vierge et quand on est homme, on est un prédateur. Il y a un mot qui a été prononcé par vous, madame, et qui est vraiment le mot-clé, c'est la revanche. C'est une politique de revanche. Et ce qui se passe, comme souvent avec les revanches, c'est qu'on se venge de gens qui ne sont pour rien dans les fautes qu'on reproche à leurs prédécesseurs. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est quand même le résultat, c'est que désormais, la direction de EELV est complètement féminisée. Elles ont réussi à foutre dehors. Oui, mais en même temps... c'est pas tout à fait exact, parce que c'est pas nouveau qu'il y ait des femmes à la tête de EELV. Il y a plusieurs secrétaires nationaux. Oui, ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y ait plus d'hommes. Alors, un nom a été prononcé, c'est celui de Caroline Dehaze. Alors, c'est très intéressant. Vous savez que Caroline Dehaze, par exemple, elle venait au début de notre émission, quand on a commencé cette émission en 2016, vous avez dû la croiser sur le bateau. Maintenant, elle ne vient plus. Marine Tondelier, elle ne viendra pas non plus, parce que, comme pour M. Plenel, elle a expliqué que nous étions une chaîne fasciste, ou je ne sais pas, ou nazi, je crois que c'est... Je ne sais plus. En tout cas, elle nous a mis à l'extrême droite. Alors, Caroline Dehaze, vous dites, elle occupe une place centrale dans l'échiquier du féminisme militant. Tout passe par elle. Alors ça, j'ai été surpris quand même. Une gare de triage, elle le confirme avec un rien de lassitude. C'est certes valorisant, je suis une porte d'entrée incontournable. Tout le monde se dit, Caro va avoir la solution. En même temps, c'est lourd à porter sur le plan psychologique, ça génère beaucoup d'émotions et parfois un sentiment d'impuissance totale. Au fil des affaires politico-sexuelles de ces dernières années, son nom apparaît régulièrement. Son entreprise, une trentaine de salariés, est l'une de celles qui ont donné le plus de formations spécialisées dans la prévention du traitement des violences sexistes et sexuelles dans la sphère politique, associative, médiatique. Oui. Caroline Dehaze, tout passe par elle. C'est ce qu'on raconte. Il y a une espèce de mécanique bien huilée, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages portés par des collectifs, beaucoup d'entre eux aboutissent chez Caroline Dehaze, qui est la figure incontournable de ce militantisme très actif. Et cela est relayé auprès de médias avec lesquels il y a des liens étroits. Lesquels ? En l'occurrence, beaucoup de ces affaires sont sorties dans Mediapart, qui dispose aujourd'hui, d'ailleurs, qui a investi beaucoup sur ce terrain-là. Ils ont une cellule d'enquête spécialisée sur les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est eux qui ont sorti de Gérard Depardieu, c'est eux qui ont sorti Luc Besson, d'où on en a parlé tout à l'heure, d'où l'échange d'ailleurs entre Maïwenn et Luc Besson. Après, après, c'est vrai que c'est difficile pour une femme. Enfin, je vais prendre un petit peu le contre-pied, c'est-à-dire c'est quand même très difficile pour une femme qui a été agressée de le dire. Et vous avez effectivement des journalistes qui se sont spécialisés sur ce secteur, sur lequel peu de gens allaient, parce qu'on disait c'est la vie privée, on ne peut pas y aller. Non, c'est pas la vie privée, agresser une femme, non, effectivement. Des personnalités publiques soient poursuivies quand ils ont agressé une femme, mais il n'y a même pas de discussion.
là-dessus, franchement, et les affaires qui sont sorties, il n'y a pas... Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est quand, en l'espèce, Luc Besson, la justice... Ce qui est toujours délicat, c'est lorsque la justice s'est prononcée contre... Mais la justice, le problème qu'ont ces femmes, c'est que la justice, elle n'arrive pas parfois à faire le tri entre la réalité et la fausse. Absolument. Et du coup, il ne se passe rien. Et c'est ça que cette génération ne supporte pas. Oui. Mais ça peut être légitime dans ces cas-là. Je pense à quelques personnes qui, effectivement, quand il y a multiplication des cas contre une même personne, mais que, par exemple, ça a été... c'est prescrit. C'est légitime, d'une certaine manière, que ces femmes parlent, et c'est légitime que l'enquête journalistique aille au bout, me semble-t-il. Oui, mais vous avez prononcé un autre mot, le mot d'entreprise. Dans le cas de Caroline Dehaas, il y a quand même quelque chose d'un peu problématique à en faire un business. Elle est prise elle-même dans son propre, effectivement. Oui, parce qu'en plus, moi j'ai eu vent des enquêtes qui sont menées par Caroline Dehaas et son entreprise. Il y a quelque chose de l'inquisition. Ça va vraiment très très loin dans les questions qu'on pose. Tous les employés de l'entreprise sont sommés de témoigner. On leur pose des questions qui vont très loin dans la vie privée. On leur demande un peu de dénoncer aussi celui qui est parce que c'est souvent un homme, qui est sous le coup d'une enquête. Je trouve que la confusion entre le militantisme et le business, ça pose des problèmes. Je pense que vous mettez le doigt sur le problème, c'est-à-dire... Après cette enquête, moi, je ne remets pas en cause la sincérité de Caroline Dehaas sur son engagement féministe. En revanche, elle se retrouve dépositaire, juge absolu de certaines situations dans lesquelles le vrai du faux est quand même difficile à... Là, vous avez tout à fait raison. Mais pour revenir sur l'entreprise, pour y être depuis 40 ans, moi, ce qui me frappe, c'est que tout le monde sait qui est qui. Oui. De plus bas niveau au plus haut niveau, je suis toujours frappé de ça. Tout le monde sait qui est qui. Tout le monde sait qui se conduit bien et qui ne se conduit pas bien. Ça, je suis frappé de ça. Et il y a unanimité dans l'entreprise sur les uns et les autres. Tu parles d'une personne à quasiment toute une entreprise, tout le monde aura sur ces sujets-là sans doute le même avis, dans un sens ou dans un autre. Donc, parce que le corps social, dans l'entreprise, évidemment, te juge et il juge avec les mêmes critères. Ce qui se passe dans les partis politiques, ce qui se passe dans l'entreprise. Mais dans les partis politiques, pareil, tout le monde sait qui est qui, j'imagine, comme partout d'ailleurs. Personne ne dit rien parce que ce ne sont pas les mêmes règles que dans l'entreprise. C'est vrai qu'ici, si n'importe lequel d'entre vous avait un comportement, vous auriez des syndicalistes, vous auriez un CHCT, vous auriez tout. Ce n'est pas vrai dans un parti politique. Dans un parti politique, il y a le chef suprême. Oui, c'est nouveau maintenant, mais il y a 20 ou 25 ans, c'était pas ce que les syndicats ou les CHSCT, ils n'intervenaient pas. Dans certaines entreprises, manifestement, ils ne sont pas intervenus. Mais c'était avant. Et dans la politique, la mue tarde à se produire. Bon, Pédoland à la mairie de Paris, ça aussi, ça m'a intéressé. Mairie de Paris, bienvenue à Pédoland. Le slogan injurieux claque comme une gifle. À l'occasion d'une réunion du Conseil de Paris le 21 juillet 2020, les élus écologistes associés à des féministes manifestent sur le parvis de l'hôtel de ville. Dans son bureau, Anne Hidalgo fulmine alors qu'elle vient d'être élue maire de Paris pour un deuxième mandat. Elle ne pouvait imaginer pire scénario. L'attaque vise un de ses proches, Christophe Girard, adjoint à la culture, soupçonné d'avoir entretenu des liens étroits avec Gabriel Matzneff, un écrivain qui n'a jamais caché pendant 20 ans ses penchants pédophiles. Bon, mais là, on voit bien qu'il était ami. C'est intéressant, ça. Il était ami avec Gabriel Matzneff, qui est un écrivain. Bon, et de là, Pédoland à la mairie de Paris, il y a quelque chose qui ne paraît pas en rapport avec ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ce sera très intéressant de voir ce que va donner le procès en diffamation qu'a intenté Christophe Girard, puisqu'on a vu dans d'autres affaires précédentes que ce sont des procès qui peuvent se retourner contre ceux qui les intentent. Ça a été le cas dans l'affaire Denis Baupin, qui a été mis en cause, notamment par Sandrine Rousseau, pour des agressions sexuelles. Mais sa carrière fichue. Alors, sa carrière a été fichue parce qu'il a intenté un procès en diffamation pour se défendre, estimant qu'il était injustement... Vous êtes vraiment de l'ancien monde. Ah ouais, alors, mais l'ancien monde aussi n'était pas tel qu'on le décrit parfois. Par exemple, il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est qu'on explique que les hommes, il y a 40 ans ou 50 ans, se conduisaient tous mal. Non, certains hommes se conduisaient tous mal. Particulièrement, mais pas tous. Simplement, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui se conduisaient mal il y a 50 ans ne peuvent plus se conduire mal aujourd'hui, et tant mieux. C'est un progrès, quand même. Mais c'est un progrès, mais et comment ? Et comment ? Mais d'expliquer que tous les hommes, il y a 40 ans, se conduisaient mal avec les filles, non. Non.